chers compatriotes. Le décès brutal et soudain du maréchal président Idriss Déby Itno a surpris plus d'un observateur et suscité en même temps beaucoup d'interrogations en Afrique et ailleurs. Dans quelles circonstances a-t-il trouvé la mort? Qui sont ces rebelles du FACT et vont-ils prendre N'Djamena? Mais surtout, que deviendra le Tchad après Déby? Les supputations allaient bon train sur ces questions lorsque le monde a pris la formation d'un conseil militaire de transition, CMT, présidé par l'un des fils du maréchal, Mahamat Déby Itno, alias Kaka. Le vendredi 23 avril 2021, les funérailles nationales ont eu lieu à N'Djamena en présence de chefs d'État étrangers, dont le président français Emmanuel Macron. Après la cérémonie, dont les moments forts étaient l'hommage national rendu au président défunt qui a dirigé le Tchad d'une main de fer, et aussi le discours de son fils qui a déclaré que lui et sa famille poursuivraient l'héritage de dialogue, pardon, paix et unité pour lequel le défunt président a été admiré, Idriss Déby Itno a été inhumé dans son village d'Amdjaras, dans l'intimité familiale. Mais pas avant que le président Macron ne promette que la France ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. La France sera également là pour faire vivre la promesse d'un Tchad apaisé, faisant une place à l'ensemble de ses enfants. Pour le dialogue et la transition démocratique, nous serons à vos côtés. Dixit Emmanuel Macron. Mais apparemment, les opposants au régime Déby ne l'entendent pas de cette oreille. La société civile et les partis politiques d'opposition condamnent la suspension de la Constitution et qualifient la démarche du Conseil militaire de transition de coup d'État militaire. De leur côté, les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT, déterminés à renverser le Conseil militaire actuellement au pouvoir, annoncent qu'ils reprendront les hostilités. Seulement une semaine après la mort du président Idriss Déby, le bras de fer est engagé entre la société civile, les mouvements d'opposition et le nouvel homme fort du régime. Mardi 27 avril, plusieurs manifestations éclatent à N'Djamena et à Moundou, la deuxième ville du Tchad. Elles sont sévèrement réprimées par les militaires qui tirent à balles réelles. Au moins 5 personnes ont été tuées au cours de cette journée meurtrière. Le mercredi 28 avril, il n'y avait toujours pas d'accalmie avec des échauffourées constatées ici et là. Les manifestants répondaient aux appels de plusieurs partis de l'opposition et d'organisations de la société civile, dont par exemple la Convention tchadienne des droits de l'homme qui a demandé à ses militants épris de paix et de justice à sortir massivement contre le CMT, un organe illégal et illégitime adoubé par la France qui pense imposer aux Tchadiens une nouvelle dictature militaire. Le but de ces manifestations, à n'en pas douter, vise la dissolution du CMT et la gestion de la transition par les civils. Les paris sont ouverts quant à savoir qui sortira vainqueur de ce bras de fer.
Mais ce qu'il faut surtout dire à l'heure actuelle, c'est qu'on assiste à un éternel recommencement au Tchad, sans que les populations n'y trouvent véritablement leur compte. Le pays s'enfonce dans un cycle sans fin de dictature, de répression, de rébellion et de coups d'État. Dans le processus, le pouvoir est confisqué par ceux qui détiennent les armes et qui en font usage sans retenue. Chaque fois que certains magnifient l'habileté des soldats tchadiens et la puissance de feu de l'armée tchadienne, ils oublient qu'il y a aussi un peuple, des hommes et des femmes, des institutions qu'il faut absolument protéger. Malgré d'importants gisements de pétrole, d'uranium, d'or, de kaolin, sel, calcaire, sable et gravier, le Tchad reste un pays très pauvre, avec un taux de sous-alimentation parmi les plus élevés au monde. 66,2% de sa population de 15 millions vivent en dessous du seuil de pauvreté. Selon l'indice du développement humain du PNUD, le Tchad est classé 187e sur 189 pays. La promptitude et la facilité avec lesquelles le CMT a dissous les institutions du pays démontrent encore une fois que le Tchad est un État failli. La disparition du président Idriss Déby devrait être l'occasion pour marquer une pause et réfléchir sur les voies et moyens d'une refondation complète de l'État tchadien. Et pour cela, toute la classe politique doit tirer les leçons du passé, poser un bon diagnostic avant d'élaborer une bonne feuille de route. Quand on regarde le tableau clinique du Tchad, on se rend compte que ce pays souffre des mêmes maux que la plupart des pays de l'Afrique centrale et aussi de l'Afrique occidentale, à savoir la confiscation du pouvoir par un clan, l'exclusion des autres groupes, tout pour moi et ma communauté et rien pour les autres, l'entassement ethnique au sein de l'armée, l'ingérence étrangère permanente dans les affaires intérieures du pays. Les problèmes du Tchad, on le sait, ne datent pas d'aujourd'hui. Et ils ne sont pas le seul fait du régime d'Idriss Déby. Dès l'indépendance, le pays s'est engagé sur la mauvaise voie. Le président François Tombalbaye, devenu plus tard Ngarta Tombalbaye, avait instauré une dictature personnelle et féroce, reposant uniquement sur son ethnie, l'ethnie Sara. Il avait essentiellement exclu les populations du Nord de la gestion des affaires de l'État. Mais sa paranoïa et sa mégalomanie vont le pousser à sévir dans ses propres rangs, en emprisonnant et en faisant exécuter des proches. Il est renversé quelque temps après par un groupe d'officiers du Sud dans une vaine tentative de conserver le pouvoir face à la rébellion qui s'était formée contre le régime de Tombalbaye. Le général Félix Maloum prend les rênes du pouvoir, mais la rébellion, qui regroupe essentiellement divers groupes du Nord Tchad, gagne du terrain. À l'issue de la première bataille de Djamena en 1979, Félix Maloum cède la place à Goukouni Wedei,
le chef du Front de libération nationale du Tchad, Frolina. Désormais, le pouvoir est exercé par les élites et les chefs militaires du Nord. À leur tour, les populations du Sud, dont l'ethnie majoritaire du pays constitue les Sara, sont exclues de la gestion effective du pouvoir. Mais bientôt, des dissensions naissent entre les différentes factions du Nord qui désormais vont se disputer le pouvoir. En 1980, la seconde bataille de Djamena permet à Goukouni Ouédé d'évincer son rival, Hissène Habré, avec l'aide décisive du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Mais le 7 juin 1982, Hissène Habré prend sa revanche et conquiert Djamena avec l'aide de la France et des États-Unis. Goukouni Ouédé s'enfuit au Cameroun. Habré et son clan, les Toubou, vont régner sans partage pendant 8 ans, jusqu'en décembre 1990. À cette date, une nouvelle rébellion venue du Soudan et dirigée par Idriss Déby s'empare de Djamena. Hissène Habré n'a d'autre choix que de fuir le pays. L'ascension d'Idriss Déby avait été fortement soutenue par Paris. Il va conserver le pouvoir pendant 30 ans. Et durant ce long règne, le pouvoir est concentré aux mains des proches d'Idriss Déby. Le pouvoir politique est majoritairement exercé par les membres de l'ethnie Zagawa, qui constituent seulement 4% de la population, ainsi que par d'autres ethnies du Nord. Il n'est pas étonnant donc que le maréchal président Idriss Déby ait eu à confronter plusieurs rébellions, dont 2 en 2006 et 2008, qui arrivaient jusqu'aux portes de Djamena et qui étaient menées par son propre neveu. Seules les interventions décisives de la France avaient pu jusque-là le sauver d'une défaite certaine et lui permettre de garder le pouvoir aussi longtemps. En allant au front le 17 avril 2021, Idriss Déby était loin de se douter que cette fois, sa bonne étoile ne serait pas au rendez-vous. Pour sortir de cet imbroglio, les Tchadiens de tous bords doivent se retrouver pour mettre en place des organes de transition crédibles et qui entraînent l'adhésion de toutes les populations. La transition doit changer de visage et inclure les civils dans la prise de décisions concernant le futur du pays. Mais ce processus de transition doit être soutenu et accompagné par la communauté internationale, la France, l'Union européenne et bien sûr la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et pourquoi ne pas adopter une feuille de route similaire à celle que la CEDEAO et les partenaires au développement ont aidé le Mali à mettre en place? Vive la refondation, vive la République, vive la démocratie, vive l'Afrique. Je vous remercie.